Bonjour, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à la remise des 16e éditions des prix des techniques innovantes pour l'environnement destinés aux laboratoires de recherche publics qui ont des travaux de recherche qui peuvent déboucher à court terme ou moyen terme sur des applications industrielles. Alors autour de moi, j'ai notre jury, une partie de notre jury. On va avoir deux autres membres du jury tout à l'heure qui vont nous rejoindre. Et le jury donc ont choisi les 6 laboratoires que nous allons mettre à l'honneur ce soir. Alors tout d'abord, Cécile Clicquot. Cécile Clicquot-Deminck, rédactrice en chef de Green News Techno, qui est une lettre de veille technologique en environnement dans tous les secteurs de l'environnement. Voilà. Bonjour, Alban Canto, rédactrice en chef adjointe de Environnement Magazine et Environnement Magazine Cleantech, donc un journal assez ancien qui couvre tous les champs de l'environnement pour les professionnels. Bon. Et Bruno Morga, donc rédacteur en chef de Environnement et Technique, un magazine d'information pour les professionnels de l'environnement également depuis une trentaine d'années. Alors tout à l'heure, nous allons être rejoints par la représentante d'Hydroplus et par le représentant de la revue Mesure. Malheureusement, nous avons une défection. C'est Sylvie Latilleul, qui est la rédactrice en chef d'Infochimie Magazine, qui nous a malheureusement dit qu'elle ne pouvait pas venir, qu'elle était contrainte de rester à Paris. Alors, pour les lauréats, ils vont avoir donc un temps de présentation qui leur a été précisé par un mail, et ils présenteront leurs travaux pendant un quart d'heure dans un espace qui est dédié, qui s'appelle le Forum Innovation, Techniques Nouvelles, qui est juste sur votre droite si vous me regardez. Alors, nous allons appeler successivement les différents lauréats. Et tout d'abord, nous allons appeler M. Xavier Pi. On va demander à M. Xavier Pi de venir sur le plateau. Mais une seule personne, s'il vous plaît. M. Xavier Pi, asseyez-vous. M. Xavier Pi, qui est du CNRS Promesse de Perpignan, pour ses travaux sur les céramiques de stockage thermique. Alors je vais demander à vous trois de dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi les travaux de M. Pi. Je crois qu'on va tous se recouper et peut-être être redondants sur le sujet. C'est vrai que ce qui visiblement nous a tous séduits, c'est le couplage, la synergie entre le traitement des déchets par vitrification et la valorisation dans le domaine de l'énergie. Sachant que vous apportez un plus dans les deux filières, puisque une valorisation à plus forte valeur ajoutée du vitrifia, qui aujourd'hui est valorisé en technique routière, mais absolument pas comme réfractaire. Donc là, vous allez apporter un avantage concurrentiel important à ce secteur, et parallèlement, effectivement, dans le domaine thermique, d'avoir des produits à bas coût pour remplacer des produits aujourd'hui très très chers, comme les sels de nitrate ou d'autres produits de synthèse qui peuvent être utilisés pour les centrales thermiques. Donc c'est vrai que cette synergie est évidemment ce qui nous a plu. Tendance qu'on voit depuis quelques années dans le domaine de l'utilisation de déchets en catalyseur. On a cette synergie récurrente depuis quelques temps, et c'est vrai que c'est très intéressant, et c'est pour ça aussi que vous faites partie de cette tendance forte dont on a besoin aujourd'hui pour booster nos industries. Eh bien, merci Cécile pour cette synthèse. Il ne nous reste plus grand-chose à dire. Si moi je voudrais juste signaler une chose, c'est que les déchets, ce sont notamment les déchets amiantés, donc les déchets dangereux. Donc c'est aussi un aspect intéressant dans ce dossier. Que rajouter d'autre Pas grand-chose, si ce n'est que un des intérêts aussi, c'est que justement la vitrification, c'est un traitement qui est réputé être assez énergivore, mais là on l'utilise pour faire un produit qui va restituer de l'énergie, donc c'est aussi très intéressant de ce côté-là. Je crois que la société Europlasma travaille avec vous, je crois. Voilà, en fait, ça marche pas. Oui. Oui, effectivement, tout est parti de là au départ, puisqu'on travaille sur différents types de déchets. Il y a aussi les cendres volantes, il y a les laitiers sidérurgiques. Mais le point de départ, ça a été donc les céramiques issues de vitrification de déchets amiantés avec Europlasma,
qui nous accompagne aujourd'hui, qui est là avec nous. Et ça a été un partenaire clé parce qu'effectivement, ils nous ont ouvert leurs portes très rapidement, ce qui n'est pas évident parce qu'un labo propre CNRS, c'est un petit peu le mouton à 5 pattes quelquefois pour l'industriel, mais là, on a été très bien accueillis. Et depuis 3 ans, en fait, on travaille donc en étroite collaboration avec Europlasma. Et sur site industriel, on fait des manips, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Et ça permet effectivement d'arriver à développer des systèmes de stockage qu'on pourrait qualifier de vertueux, et de redonner effectivement un cycle de vie à ces matériaux en fin de cycle de vie, qui soit une nouvelle vie énergétique, qui permet de racheter l'énergie contenue du procédé de vitrification. Alors avec Europlasma, on souhaite aussi faire évoluer le procédé de vitrification lui-même en l'hybridant par voie solaire pour diminuer sa facture énergétique. Donc il y a aussi un retour sur le procédé. D'accord. Oui, ça, tout l'intérêt, c'est l'utilisation du stockage énergétique. Pour l'intérêt, c'est les énergies renouvelables. Voilà, alors à ce niveau-là, en fait, on s'est attaqué à un verrou technologique, c'est-à-dire que les centrales électrosolaires thermodynamiques, pas photovoltaïques, hein, donc en gros, c'est des centrales thermiques comme celles qu'on a au charbon ou au fioul, mais on remplace la chaudière par un champ solaire de concentrateur. Aujourd'hui, une centrale électrosolaire comme celle d'Andasol, il faut 28 000 tonnes de matériaux de stockage. Et donc, si on voulait tenir les objectifs de 2050 de l'AIE, il faudrait aujourd'hui consommer 30 fois la production mondiale de nitrate pour arriver à construire toutes ces centrales. Donc, on a un véritable verrou technologique et on rentre en conflit d'usage avec d'autres usages, comme les engrais. Et donc, c'était plus possible. Donc, on s'est retourné vers les déchets, où là, il y a effectivement des gisements énormes de matériaux qui attendent que ça, et qui vont permettre donc d'arrêter de piller effectivement les ressources naturelles ou de rentrer en conflit d'usage. Et ça va permettre à ces procédés énergie renouvelable, comme le solaire à concentration, de se développer. Ou aussi, il y a donc un autre secteur sur lequel on travaille avec EDF, qui concerne le stockage d'électricité par compression d'air adiabatique en caverne, qui sont des procédés qui sont concurrents aux barrages hydroélectriques et qui nécessitent aussi un stockage thermique avec beaucoup de matière, beaucoup de matériaux. Donc on rentre dans ces 2 grands schémas industriels avec des très gros procédés. On peut peut-être préciser aussi, que vous nous avez très bien expliqué, c'est que le matériau réfractaire que vous utilisez, ce vitrifia, vous permet de stocker à 1000 ou 1100 degrés, alors qu'actuellement, les salles de nitrate, c'est 600-700 degrés. Tout à fait, donc oui. les nouvelles générations de centrales pourront bénéficier de ce matériau, parce qu'actuellement, c'est un des verrous des nouvelles centrales. Donc Voilà, en plus, vous allez au-delà, vous apportez du... Voilà, aujourd'hui, les centrales électrosolaires qui travaillent en sel fondu sont limitées à 600 degrés avec les sels de nitrate. Et donc les centrales électrosolaires de future génération, on a pour objectif de monter jusqu'à 1000 degrés, mais aujourd'hui on ne peut pas parce qu'on n'a pas les matériaux. Et en fait, il se trouve que les céramiques issues de vitrification de déchets sont de très bons réfractaires et ont des propriétés que ne peuvent même pas effectivement remplir les matériaux de synthèse disponibles. Sinon, à un coût ou un Alors, coût 1000 fois plus élevé. 1000 fois plus cher, voilà, tout à fait. Bon, ben bravo. Alors, on va vous donner le prix. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous avez le trophée. C'est un grand trophée. Alors, parce que vous avez le grand trophée, il est d'habitude... Il est d'habitude de donner un grand trophée lorsque plusieurs magazines vous ont choisi. Bravo, merci. Alors, le deuxième lauréat, c'est M. Frédéric Lamati. Je vais appeler M. Frédéric Lamati, qui est de l'Institut de l'IMM de Montpellier, qui fait de la synthèse sans solvant. Alors pour un chimiste que je suis, quand j'ai vu synthèse sans solvant, j'ai dit « Oh là là, c'est intéressant ça, parce que je ne suis pas habitué à ça. » En effet, surtout avec des applications en synthèse organique, puisque notre but, c'est de fabriquer des molécules organiques qui, par la suite, pourront être utilisées ou directement comme des molécules biologiquement actives, donc médicaments pour l'agrochimie. Et en fait, ce type de synthèse a été jusqu'à présent très utilisé dans le domaine inorganique, de synthèse d'oxydes. Et là, maintenant, il y a un développement qui se fait au niveau de la synthèse organique. On va vraiment former des liaisons pour fabriquer ces nouvelles molécules avec des techniques qui ne font pas appel à de solvants organiques. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi environnement et technique, M. Lamati, les travaux? Alors, là, on est dans
dans le paradigme de la chimie verte, un peu, si on veut. Et c'est intéressant parce que ça permet d'une part de mettre fin à des pratiques qui émettent des COV, donc c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement. Donc ça permet d'apporter une solution à cette problématique-là. Et d'autre part, c'est une façon de produire des éléments qui sont utiles et de façon innovante, quoi. Notamment au niveau de la synthèse qui a été primée, qui est la synthèse des peptides, des molécules peptidiques, et qui, en fait, on a non seulement un saut technologique, donc on passe à des réactions qui vous étonnent parce qu'elles se font sans solvant, mais aussi parce que là, alors qu'il y a 2 grandes méthodes pour fabriquer les peptides à l'heure actuelle qui sont utilisées comme des médicaments, et là, ça nous a permis de découvrir une 3e méthode où on va pouvoir, en faisant réagir entre 2 solines dans des broyeurs, arriver à en fabriquer un 3e, donc ce peptide, par une méthode totalement différente. Donc une 3e voie qui s'ouvre, vraiment un nouveau paradigme dans la synthèse de ces molécules. Et, oui, moi je voulais juste signaler un point qui m'avait touché. Comme souvent dans l'environnement, on est touché par la simplicité et l'efficacité de la technique. Voilà, on se débarrasse des solvants, donc on se débarrasse de la purification, on a tout de suite des molécules qui sont pures, on fait des économies. Et voilà, ça semble tellement logique et tellement efficace. Voilà, souvent c'est ce qui caractérise les techniques qui sont favorables à l'environnement. Tout à fait. Là, en fait, on a des appareillages très simples. On mélange 2 produits que l'on agite ensemble dans un broyeur et on récupère le produit. Et on n'a pas besoin de purifier derrière. Et on peut d'ailleurs aussi synthétiser des molécules qui sont fragiles habituellement et que l'on doit purifier par la suite, donc ce qui peut poser des problèmes pour les récupérer. Là, c'est beaucoup plus simple, donc même les molécules fragiles peuvent être préparées de cette façon-là. On pourra signaler aussi l'intérêt énergétique ou l'intérêt en termes d'efficacité de matériaux, puisque on a parlé de molécules pures, mais c'est aussi presque la stoichiométrie, donc pas de résidus de matériaux, on utilise tous les composés. Alors ça, c'est vrai que le gain de rendement est toujours intéressant, et vous nous avez aussi expliqué que c'était plus rapide, donc aussi un gain de temps puisqu'il n'y avait pas le solvant qui ralentissait finalement la réaction. Mais ce que je voudrais souligner, et moi qui était un point intéressant de notre conversation quand on a discuté de votre projet, c'est que des technologies comme les vôtres, il va falloir un peu violenter nos industriels et qui sortent un petit peu des blocages parfois intellectuels. Comme disait Alain, quelqu'un qui est de la chimie organique sans solvant, il ne connaît pas. Donc il se dit, ça ne marche pas. Et en termes de transfert de technologie, on a besoin aujourd'hui de gens qui croient à des choses parfois qui peuvent paraître farfelues, même si elles sont très simples finalement. Et c'est vrai qu'il faut changer la démarche intellectuelle peut-être de vos interlocuteurs, des investisseurs, que t'entends des choses qu'on n'a pas apprises, elles marchent quand même. Voilà. Et ça, je crois que c'est important parce que vous faites la démonstration que des choses qui ne sont pas connues dans la chimie organique, mais qu'on connaît par ailleurs en chimie minérale, peuvent marcher et avec beaucoup d'intérêt sur des molécules, certes peut-être avec des contacts assez simples, des molécules qui réagissent très facilement, mais voilà, il y a un gain et ce passage culturel, il faut le faire. Et j'espère qu'on pourra contribuer avec ce prix à favoriser justement cette reconnaissance parfois de sauts technologiques qui sont aussi des sauts intellectuels. Voilà. Vous êtes d'ailleurs à la recherche d'un partenaire là, pour aller plus loin. Oui, parce qu'il y a un intérêt évident. Nous, on est laboratoire académique, on travaille sur des petites échelles. Il y a un intérêt évident pour développer à plus grande échelle. C'est pas tout à fait notre métier, donc il faut qu'on arrive à trouver des partenaires qui peuvent nous exposer leurs problématiques et de voir ensemble comment on peut résoudre ces problèmes et vraiment arriver à des applications à plus grande échelle et économiquement viables, parce que je suis convaincu que ça pourra Parce que les équipements, vous nous avez dit, existent, les broyeurs de plus grande échelle, tout à fait. Et que vous avez une gamme de réactions que vous avez déjà testées. Donc ce n'est pas simplement les peptides, c'est déjà une compétence globale. Tout à fait. Et puis des matériels, des équipements qui existent sur le marché, c'est quand même très important pour le passage à l'échelle supérieure. Tout à fait, oui. Bravo, eh bien on va vous décerner également le trophée, le grand trophée, mademoiselle. Et on applaudit maintenant Monsieur Lamati.
Alors maintenant, je vais demander oui, à Cécile. Une personne peut rester. Non, non, oui, c'est tout. Tu restes, ça fait rien. Tu restes, ça fait rien, parce que sinon on va être. Non, vous parlez. Oui, ok, merci. Alors je vais demander donc à la responsable d'Hydroplus de venir nous rejoindre. Il s'agit donc d'Alexandra Del Molino. Bonjour. Merci d'être venu et de nous rejoindre. Alors, nous allons décerner le 3e prix à Monsieur Bertrand Sancet pour du laboratoire Creux Environnement de Besançon sur la décontamination de traitement de surface. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce laboratoire? Eh bien, en fait, ce procédé en fait, qui couple donc déjà un couplage innovant oxydation bioadsorption, donc un bioprocédé forcément a retenu notre attention. Et puis dans ces applications multiples, puisque outre évidemment avoir un intérêt sur le traitement d'effluents polluants comme les effluents de surface, leurs applications sont multiples. Il y a également des élargissements possibles à tout ce qui est test de phytotoxicité des effluents plus largement urbains et industriels. Et nous, évidemment, tout ce qui est les enjeux en lien avec la directive cadre sur l'eau, c'est des enjeux forts pour notre secteur. Voilà. Très bien. Non, il marche. Ceci doit marcher. Oui, donc en fait, notre spécificité, c'est qu'on fait donc de l'abattement chimique à l'aide d'un bioadsorbant à base de déchets agroalimentaires. Voilà. Donc c'est de l'amidon. On a couplé donc cette méthode à de l'oxydation chimique, donc ozone UV. Et on a une deuxième spécificité donc, dans le laboratoire Creux Environnement, c'est de faire donc, des tests d'écotoxicité, et notamment donc, dans ce cas-là, dans cette étude, des tests de phytotoxicité, des tests de germination et des tests de croissance. Donc on arrive à coupler abattement chimique et gain environnemental. Donc c'est vraiment ce qui fait en fait les deux spécificités de notre laboratoire. Oui, c'est cette originalité qui nous a... Ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, c'est que vous traitez de manière conjointe, finalement, dans un seul procédé continu, les pollutions métalliques et les pollutions organiques. Voilà. Et finalement, c'est aussi la suite des travaux qui avaient été menés au laboratoire sur la décoloration des effluents il y a quelques années sur les amidons de minoterie. Exactement, voilà, sur l'amidon. Donc déjà, rien qu'avec l'amidon, on a pu montrer qu'on arrivait à abattre de la charge métallique et de la charge organique avec des taux d'abattement similaires à ceux obtenus avec ce qu'on utilise pour le charbon actif et des résines organiques. Et en plus, on a donc couplé l'oxydation chimique, ce qui nous permet encore d'augmenter les abattements. Et donc avec une expérience de plusieurs années, je crois qu'il faut aussi le signaler parce que vous aviez déjà concouru pour la décoloration. Ouais, avec vos collègue, en fait. C'est toujours des gels? C'est toujours des gels d'amidon? C'est toujours des gels d'amidon, voilà. C'est toujours des gels faits à partir de déchets de minoterie. Qu'on a modifié chimiquement, mais c'est toujours... voilà. Et donc c'est un travail de très longue haleine aussi, c'est le résultat de... c'est une application de plus dans tout le développement. Le matériau a été développé breveté en 2006. D'accord. Ok, écoutez, merci. On va vous décerner le Grand Prix également, parce que vous avez été choisi par un autre magazine qui n'est malheureusement pas là. Bravo. Est-ce qu'il y a des applications industrielles? Déjà, c'est déjà vendu? Vous avez... Allez-y. Oui, on travaille avec plusieurs industriels de type de traitement de surface, donc dans la région de Franche-Comté. Pour le moment, il n'y a encore pas d'études vraiment pilotes. Enfin, on a déjà fait des études pilotes, mais il n'y a pas d'études, des essais. Voilà. Il n'y a encore pas d'études sur du plus long terme pour le moment. C'est la prochaine étape. D'accord. Ok. Merci et bravo. Alors, maintenant, nous allons demander à Solène Touzé de nous rejoindre. Solène Touzé du BRGM, qui travaille sur le traitement de la fraction fine de sédiments pollués. Et c'est été choisi par Hydroplus. Oui, voilà. Donc, de nouveau, là, il y avait une grosse problématique environnementale avec des sédiments dont on ne savait pas en fait traiter cette fraction fine. Donc là, le procédé développé par le BRGM a réussi à améliorer nettement la valorisation de cette fraction fine de près de 20%. Et en plus, avec des applications industrielles, puisque le procédé s'adapte d'ores et déjà au procédé en place.
Donc le procédé a été mis en place, c'est une étude qui a été faite dans le cadre d'un projet ANR. Et ce projet intégrait déjà un industriel, Extract Ecoterre, dont j'ai un collègue qui est présent ici, qui a permis dès le début d'intégrer cette technologie au sein d'une véritable problématique industrielle. On est parti des produits industriels, on est parti du procédé industriel pour élaborer cette amélioration qui permet, donc, comme vous l'avez dit, de traiter 20 à 30% de matériaux qui jusqu'à présent étaient mis en centre de stockage. D'accord. Vous avez des questions? Non? Moi, je crois que maintenant, on peut vous remettre le prix. Bravo. Je vais demander maintenant aux représentants du journal Mesure de venir nous rejoindre. Vous pouvez rester. Tu peux rester là. Vous présentez. Bonjour, Cédric Lardière, journaliste à la revue Mesure. La revue est un mensuel qui va bientôt fêter ses 75 ans et à destination plutôt des industries de process. Voilà. D'accord, ok, merci. Alors, nous allons appeler Gérard Claverie, qui est du CEN Bordeaux, sur un sujet qui est assez original. C'est le pesage des trains et des camions, mais en route, et non pas arrêté, en mouvement. Oui, en dynamique. Voilà. De façon plus générale, ce que nous avons mis au point, c'est une technologie de nouveaux capteurs. On connaît les capteurs qui font des mesures ponctuelles, et là nous faisons des mesures sur des capteurs de grande longueur. Le ferroviaire et le routier sont deux premières applications que nous avons mises au point, et dont l'une, le ferroviaire, est déjà commercialisée. J'ai démarré ce projet avec mes collègues co-inventeurs en 2008. Déjà 2009, nous avions des contacts. Un gros succès pour le ferroviaire. Le routier, un peu plus difficile de mettre au point parce que le produit est beaucoup plus concurrentiel. Il existe beaucoup de produits de pesage déjà, donc c'est un peu plus difficile, mais pour le ferroviaire, un gros succès, y compris beaucoup de contacts à l'étranger. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est pas évident. Hein. Alors, le principe que j'expliquerai sur le forum, c'est donc d'utiliser une poutre métallique, un profilé qui peut avoir divers aspects, et donc une voie de chemin de fer, un rail de chemin de fer, c'est une poutre, et le principe, c'est une poutre reposant horizontalement sur deux appuis. Cette poutre est instrumentée de telle manière que l'on obtient une mesure, un signal constant, quelle que soit la position de la charge entre les deux appuis. Donc, de fait, lorsque la charge roule sur la poutre, avec une bonne précision, on atteint des précisions de 0,5%, on obtient un signal constant et donc une facilité de mesure parce que le signal finalement est large. Vous n'avez pas un signal ponctuel. Donc, l'atout majeur de ce système est le pesage dynamique, avec des déplacements de charge. Et nous espérons lever un verrou technologique, par exemple, sur le pesage routier. On sait faire du pesage de véhicules à vitesse de croisière, mais pas avec des précisions de 0,5%. Donc moi, mon objectif, ce serait d'arriver à faire la démonstration de cette possibilité avec ce nouveau type de capteur. Et les précisions obtenues, c'est uniquement au niveau vraiment des poutres métalliques, où il y a du traitement, où il y a la partie aussi électronique. Ce que nous avons fabriqué, c'est un capteur analogique. Ce qui est breveté, c'est la notion de capteur. Aucun système de compensation logicielle n'est nécessaire. Bien entendu, après, quand on va vouloir atteindre des niveaux de performance très élevés, il va falloir avoir un système d'acquisition qui échantillonne et un filtrage des données. Ça, c'est classique. Mais cette capacité de vitesse est due au fait que la largeur
la longueur du capteur est importante. Peut-être un point qu'on peut préciser, c'est que vous pouvez peser grâce à ça par essieu ou par roue. Et donc, en termes de sécurité, de transport, comme on parle de sécurité, un bon équilibrage d'un camion ou d'un wagon, c'est quand même très important en termes de risque accidentel. En effet, le grand intérêt est de pouvoir peser roue par roue un convoi, que ce soit un convoi routier ou un convoi ferroviaire. Et donc, nous pensons que nous apportons un plus pour la sécurité ferroviaire. Et le point fondamental est la simplicité de mise en œuvre du système, pas de génie civil. Bien sûr, il existe des systèmes déjà sur le marché à base de capteurs ponctuels comme ça. Donc, les systèmes nécessitent un génie civil important, un traitement logiciel, des interpolations entre les différents capteurs. Et tout un tas de réseaux. Alors que là, c'est un capteur. Donc là, sur le ferroviaire, typiquement, entre deux traverses, on fait la mesure sur 50 cm, ce qui permet d'obtenir un signal trapézoïdal et de faire une mesure facilement. Voilà. Pour le transport de déchets, de produits dangereux, en ferroviaire ou en routier, c'est vrai que ça peut paraître être un atout supplémentaire à l'aspect purement mesure et pratique. Effectivement, ce que moi j'essaie de mettre en avant, c'est la possibilité d'apporter un service supplémentaire pour le ferroutage, dans le cadre du développement du ferroutage, aussi pour le contrôle et la préservation des infrastructures routières. Si nous arrivions à pouvoir lever un verrou technologique, pouvoir faire des pesées, je veux dire peut-être aussi une démocratisation du pesage, parce qu'il faut voir que ces capteurs finalement ont un très bas coût. Et moi, ce que j'aimerais, c'est éventuellement envisager une diffusion aussi grand public, pouvoir fabriquer des capteurs grand public, pour que l'usager aussi puisse connaître éventuellement le poids de son véhicule lorsqu'il prend la route, par exemple, à un coût tout à fait abordable pour un particulier. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à aborder cette recherche? Parce que ce n'est pas venu du jour au lendemain comme ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est à proprement parler une recherche. Mon métier, moi, au CNRS, je suis ingénieur en conception d'instruments scientifiques et techniques instrumentales. Donc je suis en appui de la recherche. Nous sommes un laboratoire de physique des particules et de physique nucléaire. Donc je suis responsable de projet au service instrumentation et détecteurs de notre laboratoire. Cette idée m'a paru intéressante à développer, malgré le fait qu'elle ne soit pas dans nos axes de recherche. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même un développement aussi de bas coût. Je veux dire un équipement minimum, mais il fallait arriver à montrer la faisabilité. Et bon, ça a été une réussite. Avant même d'avoir publié le brevet, nous avions déjà un industriel intéressé pour le ferroviaire. Alors c'est un industriel européen? C'est un industriel français. Bien. Une entreprise en Alsace. J'ai pas mal de contacts donc à l'étranger. Là, dernièrement, j'ai une entreprise brésilienne qui m'a contacté. Mais donc, va se poser le problème, est-ce que notre industriel actuellement a une licence exclusive en France, en Belgique, au Luxembourg, mais on peut faire aussi le choix de donner un autre marché à cet industriel. Bon, ça démarre. D'accord. Voilà. Il y a le problème de l'homologation aussi qui est très important. Qui est en cours, et je pense que ça va donner encore une impulsion à ce procédé lorsque le système sera homologué. D'accord, c'est le service d'instruments de mesure qui s'occupe de ça, hein? Non, nous l'homologation. collaborons avec l'industriel pour obtenir l'homologation auprès du LNE. Ah d'accord, c'est le LNE. C'est le LNE qui attribue les homologations sur les dispositifs. Bon, écoutez, pas de questions. On va vous remettre donc le prix. Mademoiselle, s'il vous plaît. Bravo. Alors maintenant, je vais appeler Virginie Nazabal, qui nous vient du labo de chimie de Rennes.
qui travaille sur les fibres optiques pour la surveillance des sites de stockage de dioxyde de carbone. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces travaux? Parce que quand on parle de fibre optique pour la mesure, c'est souvent le média pour transporter la lumière, alors que là, c'est déjà utilisé avec les dopants en terre rare comme source de lumière. Donc c'est déjà un point innovant. Et puis le deuxième point que je voulais relever, c'était que c'est au niveau des applications. Là, c'était pour le stockage de CO2, mais en détection et pour la sécurité, ça peut être pour d'autres applications et aussi pour d'autres types de gaz, puisque, sans parler trop de technique, dans la partie infrarouge moyen, il y a pas mal de composés gazeux qui peuvent être détectés pour la sécurité, pour d'autres applications. D'accord. Oui, tout à fait, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi notre projet. Nous, on travaille effectivement sur du développement de matériaux vitreux. Moi, je suis chimiste et on les dope aussi avec des terres rares ou des ions de métaux de transition. Et ils peuvent émettre dans le moyen infrarouge. Donc, au départ, nous avions 2 sujets de thèse. Donc, on avait une thésarde qui travaillait avec le CIMAP. Donc, c'est des spécialistes en spectroscopie des ions de terres rares. Et puis nous essayons en fait de développer un laser pour le moyen infrarouge dans le domaine du 3-5 microns. Et puis nous avions de grosses difficultés parce que nous avions une détection du CO2 importante et il fallait absolument qu'on s'en affranchisse. D'un autre côté, au niveau de notre laboratoire, nous avions donc un thésard qui travaillait avec l'ADEME, financé par l'ADEME, et lui, il fallait qu'il détecte le CO2. Donc nous avions pensé que ça serait une bonne idée de coupler un petit peu ces 2 thématiques. Donc on en avait parlé avec le CIMAP, on en a parlé au BRGM qui nous avait posé une problématique dans le cadre d'un projet ANR. Et donc on a aussi proposé IDEAL, qui est une société qui développe en fait tout un système autour des fibres optiques et lasers. Et donc on est partis tous ensemble dans ce projet pendant 3 ans. Et c'était vraiment très intéressant de partir du matériau qui peut émettre effectivement dans cette gamme où on peut, là on avait fait un travail sur le CO2, mais on peut imaginer effectivement énormément de différentes molécules qu'on peut aller détecter, que ce soit des molécules chimiques, mais même aussi biologiques. Et donc voilà, et voir de l'aboutissement, aller jusqu'au prototype et puis des manips de terrain qui ont démontré vraiment l'efficacité de système. Pour nous, ça a été vraiment un challenge et on a été vraiment ravis de le relever. Et puis bon, c'est vrai que ça a donné lieu à un brevet aussi. Donc voilà. On peut préciser, c'est des chalcogénures. Hein. Finalement, vous n'utilisez pas de silice, c'est pas du verre à base de silice. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait la partie de l'innovation, puisque vous étiez gêné avec le verre traditionnel. Donc la fibre, c'est juste pour transporter la lumière. Mais voilà. le capteur en lui-même, c'est... Donc, ce que je peux peut-être préciser, hein, c'est vrai que pour moi, ça va de soi, mais voilà. En fait, ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une source qui va émettre dans le moyen infrarouge, bon, il y a les corps noirs classiques, mais c'est vrai qu'ils sont sensibles à l'environnement, aux modifications. Donc, nous, on essayait d'avoir une source directe de luminescence vraiment beaucoup plus lumineuse, on va dire, mais spectre large, comme un corps noir en fait. Donc c'est pour ça qu'on utilise les verres. Et puis l'aspect fibre optique pour avoir une efficacité plus importante d'émission. Donc pour avoir cette émission, eh bien, il faut l'exciter. Et on va l'exciter, on a de la chance, avec en fait une longueur d'onde dans le proche infrarouge. Et ça, la silice va pouvoir nous permettre de le transmettre, de déporter en fait cette analyse. Et c'est ça aussi l'aspect innovant de notre projet, c'est qu'on peut se placer vraiment, vraiment loin de là où on va devoir faire notre détection. Donc si c'est dangereux ou si c'est vraiment très inaccessible, tout comme dans ces puits, eh bien, on va pouvoir aller glisser notre fibre de silice qui va, elle, se coupler avec notre petite fibre chalcogénure qui, elle est transparente, donc je vais l'expliquer ensuite dans la présentation qu'on va faire plus tard à 17h45. Donc on va pouvoir en fait émettre, exciter à partir du chalcogénure et puis voilà. Donc les applications de votre innovation, vos recherches, c'est surtout la détection. Est-ce que le BRGM est intéressé par vos travaux là? Eh bien voilà, c'est que nous, on est partenaire avec le BRGM dans le cadre de l'ANR. Oui. Donc on travaillait avec eux et puis bon là on est en train d'essayer de regarder sur des projets européens parce que
bon, c'est vrai que... C'est dans le cadre de stockage de CO2 que le BRGM envisage, c'est ça? C'est possible, oui. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Peut-être là où ce serait le plus utile en termes de déportation et de tenue aux températures par rapport aux anciens capteurs. Finalement, si c'était en surface, on aurait moins de problèmes. Donc la valeur ajoutée, elle est sur ces côtés très déportés, très ou dans déportés. j'imagine, des environnements un peu complexes, Voilà. industriels, qui ne soient pas forcément en profondeur. Mais, Oui, oui, exactement. Donc, Là où il vaut mieux s'éloigner et pour la protection en fait, civile. Et qui va le produire, ce petit capteur? Ah, ben, on travaille avec IDIL, donc je crois que... Donc il me semble qu'ils sont très intéressés. Vous travaillez déjà avec une entreprise? Oui, tout à fait. Bravo. Bon, écoutez, on va vous remettre maintenant le prix. Voilà, et on vous applaudit. Alors, merci donc à tous et à toutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être la photo de famille habituelle avec les lauréats et les représentants de la presse qui sont nos fidèles partenaires. Puis ce serait Oui. bien de lancer un appel au plus de candidatures Ah possible, oui, bien parce sûr. que c'est honnêtement d'année en année, c'est de plus en plus riche. Je crois qu'on a des projets qui sont extrêmement pertinents, et c'est vrai que la sélection est dure. Alors c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés un peu sur les mêmes sujets, mais au-delà de ça, je crois que vraiment faut inciter nos chercheurs à communiquer sur leurs travaux, parce que ce transfert, on est là pour vous aider à le faire en termes de visibilité, et je crois qu'on est tous partants pour le faire, parce que c'est à la fois de la bonne information, et je pense que c'est très utile à la fois pour les laboratoires et les industriels. Donc n'hésitez pas à dire à vos confrères, à postuler et d'encourager. Merci à l'ADEME en tout cas de continuer à faire ce prix. Ces travaux, ce sont les innovations de demain. Alors, ce que je constate avec intérêt, c'est que de plus en plus, dans les dossiers que l'on reçoit, on a brevet déposé, ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous.